chacun sait qu'il y a une urgence absolue à agir dans le domaine climatique et écologique. On sait bien que le compte à rebours est commencé. Et je pense qu'il y a une véritable course de vitesse aujourd'hui entre l'éthique et l'éthique écologique et environnementale et la montée en puissance de cette éthique dans la société, et d'autre part le caractère d'obligation ou de contrainte que ça peut représenter. Et que si on n'y prend pas garde, il y a des contraintes légitimes et naturelles, il y en a d'autres qui le seraient moins, et si on n'y prend pas garde, si l'éthique environnementale et écologique n'avance pas suffisamment vite, parallèlement évidemment ensuite à l'ensemble des dispositifs pour l'État, d'investissement, etc. Si tout ça n'avance pas suffisamment vite, on risque de se retrouver dans une société où progressivement la multiplication de la contrainte interviendra au nom de la contrainte climatique. Voilà mon sentiment, et donc il est tout à fait important en tout cas qu'il y ait une vraie réflexion sur ce sujet-là, et en particulier sur le type des contraintes qui est acceptable ou non, sur le type de contraintes qu'il est indispensable d'avoir ou non, pour essayer d'avancer plus vite, ce qui est un impératif catégorique, je dirais, d'essayer d'avancer plus vite dans le domaine de la transition écologique, compte tenu de l'urgence que ça implique. Voilà, je voudrais aussi en profiter pour remercier la mairie du 2e, qui nous accueille, et en particulier ceux qui travaillent à l'humanité de 2e, qui nous ont beaucoup aidés, et je voudrais les en remercier à l'installation de la vidéo. Je voudrais aussi vous prévenir que l'atelier est enregistré et diffusé en direct, et donc je salue les internautes sur Facebook qui nous suivent et qui peuvent eux-mêmes poser des questions et intervenir, et le relais sera fait à la tribune de leurs interventions. Je vous rappelle aussi que nous avons maintenant sur le site de la Fabrique écologique un site de podcast qui permet de retrouver l'ensemble des événements de la Fabrique écologique, dont vous pourrez retrouver tout à fait cet atelier quand il sera dans quelques jours, quand il sera mis en ligne. Retrouver cet atelier, le contenu de cet atelier sur notre site de podcast qui maintenant regroupe l'ensemble des podcasts de la Fabrique écologique, et donc ce qui est très positif. Voilà, je m'excuse beaucoup auprès des intervenants, d'Anaïta, d'Éric, de Loïc Blondiot, de Lucie Schmitt, de ne pas pouvoir moi rester, parce que j'ai une autre contrainte juste après, mais je vous souhaite vraiment un très bon travaux et une très bonne réflexion, et je pense extrêmement utile. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie d'être venus si nombreuses et nombreux ce soir pour parler de la question des modes de gouvernement, de la transition et de la crise écologique. Je suis vraiment assez contente qu'on mette cette question au débat au travers de notre méthode de démarche collaborative, parce que je pense que vraiment cette note peut s'enrichir de vos apports à toutes et à tous. Donc je vous invite sincèrement à participer. Je vais d'abord donner la parole à Éric Vidal-Lang pendant 5-6 minutes afin qu'il présente la première partie de son groupe de travail. Et puis les grands témoins, Lucille Schmitt et Loïc Blondiot, prendront la parole à leur tour. Juste un mot pour présenter Éric Vidal-Lang. Il est économiste à l'ADEME, conseiller à Futurible et blogueur à ses heures gagnées sur l'alternative économique. Éric, on t'écoute. Là, c'est bon. Merci, Anaïta. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Rapidement, donc c'est un groupe de travail qu'on a lancé il y a plutôt une petite année qu'un an. Et le groupe de travail était composé d'Ami Dahan, d'Emeline Baudet, de Sylvestre Huette et d'Irénée Regnault. On a auditionné une douzaine de personnes. Des climatologues, des politologues, des économistes, des consultants spécialistes de l'énergie, enfin des gens avec des profils très divers, mais qui selon nous avaient quelque chose à nous apporter dans notre réflexion. Leurs noms sont mentionnés sur la note qui sera publiée et mise au débat demain. Et voilà ce que je voulais vous préciser avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc on va faire un premier tour où je vais m'attacher à décrire un peu les points qu'on a essayé de préciser et qui nous semblaient importants pour conduire la réflexion. Et ce qu'on propose, c'est vraiment une note qui vise à nous permettre de structurer la réflexion plus qu'une boîte à outils. On n'aura pas à la fin 2-3 mesures qui vont permettre de dire « Ah ça y est, on a trouvé comment réconcilier la démocratie avec l'urgence écologique ». C'est évidemment extrêmement complexe comme sujet. Donc on a pour principale ambition d'essayer de se donner un cadre qui nous permet de structurer la réflexion.
Donc le point de départ, c'est quoi? C'est un bruit de fond, selon nous, et c'est à l'initiative d'un de mes billets de blog que Jérôme avait proposé de présider ce groupe de travail, où on a plusieurs personnalités, chercheurs, qui questionnent un peu la capacité des régimes démocratiques à conduire une transition écologique, énergétique ou climatique de manière rapide. Souvent, il est mis en avant le fait que les libertés individuelles devraient être sacrifiées au profit de l'urgence climatique ou écologique. Pourtant, et là il y a un petit travail sémantique qu'on s'est attaché à faire, pourtant quand on rentre un peu dans le détail, la liberté en fait qu'est-ce que c'est? Alors pour certains ça va apparaître un peu comme du béaba, mais pour nous c'est vraiment important parce qu'il nous semble que le débat est souvent assez mal posé. La liberté, si on prend la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en fait, dans la définition de la liberté, on a bien le fait que la liberté, elle nécessite des bornes, notamment pour assurer la liberté des autres. Donc on n'est pas dans une loi de la jungle ou jouissance sans contrainte, et que ces bornes, elles ne peuvent être que déterminées par la loi. Et du coup, ça nous semble important pour à la fois associer à la notion de liberté, notion de limite, de seuil, et la question du collectif. C'est-à-dire poser la question de la liberté comme une question purement individuelle, ça nous semble assez fallacieux. Ensuite, on a essayé de poser un peu les termes sur la démocratie. En fait, qu'est-ce que ça veut dire parler de la démocratie? Ce qu'on a rassemblé là, ça illustre le fait que parler de la démocratie, ça n'a probablement pas grand sens. Parce qu'en fait, on a des modalités de mise en œuvre, la démocratie directe, la démocratie représentative, délibérative, participative, qui s'articulent, qui se combinent, qui s'enrichissent, qui se complètent. Mais une fois qu'on a dit la démocratie nous empêche de faire ça, en fait, on n'a pas dit grand-chose. Comme ça s'oppose à la liberté, on a vu que la liberté, c'était pas défini dans l'absolu, c'est justement à définir ensemble. Et c'est important, du coup, sur cette notion de démocratie, de bien avoir en tête qu'il y a des modalités extrêmement diverses de mise en œuvre, et qu'il y a plusieurs chercheurs, politologues, philosophes, qui ont déjà réfléchi aux limites de ces modalités. Par exemple, le fait que les systèmes démocratiques étaient souvent myopes, considéraient mal le long terme, considéraient mal les générations futures, ou les non-humains, ou la nature. Et donc, quand on regarde ce que Rosanvallon, Bourg ou Latour ont pu proposer, la notion des limites de la démocratie, elle est déjà relativement bien explorée. Et donc ça illustre le fait que, en plus, c'est des choses qui sont en construction. On n'est pas dans quelque chose de statique. Et pour poursuivre dans cette veine-là, on a quelqu'un comme Sandra Laugier qui s'attache beaucoup à décrire la démocratie comme un processus et non pas un état qui sera atteint une fois pour toutes, mais un processus qui doit vivre, donc qui implique des débats publics, des manifestations, des mobilisations, pétitions, grèves, désobéissances civiles qui s'appuient sur le droit. Enfin, il y a un tas de manières de faire vivre la démocratie, et la penser comme uniquement un vote qui donnerait un mandat sans questionnement pendant une période donnée, ça nous semble erroné. Et enfin, dernier élément pour définir ce qui nous semble important à questionner quand on parle de démocratie, au-delà des institutions, ce dont on parle jusque-là, c'est le projet démocratique. Et notamment les travaux récents et qui ne sont pas mis en lumière en ce moment de Pierre Charbonnier, ou les travaux de Bruno Villalba, qui insiste sur le fait que le projet démocratique, tel qu'il s'est construit maintenant depuis plusieurs décennies, il est construit sur un lien entre émancipation, liberté et abondance matérielle. Et dans la situation dans laquelle on est, il est probablement incontournable de repenser ce lien. C'est-à-dire penser que le projet démocratique peut continuer à reposer sur
une abondance, une croissance matérielle qui va de soi, ça semble ne pas nous permettre de penser vraiment les transformations qui sont à opérer. Notamment parce qu'on est dans 3 tensions caractéristiques, qui sont les tensions matérielles, que ce soit sur les ressources en amont ou sur l'aval des gaz à effet de serre. Une tension temporelle, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'agir, il faut agir à temps. Et enfin, une tension démocratique, c'est-à-dire que plus on retarde la discussion et les choix, plus le portefeuille de choix se referme. Donc, ce premier temps, c'était vraiment pour bien poser les termes du débat, parce que selon nous, ils sont souvent mal posés. Et c'est important de montrer que quand on parle de la démocratie, en fait, il y a tout un travail à faire et à creuser. Donc ensuite, on a, à travers la note, avancé sur ce qui nous semblait constituer des obstacles pour réconcilier justement urgence écologique ou urgence climatique et approfondissement démocratique. Donc on voit qu'on a plusieurs points qui apparaissent a priori en tension. D'un côté, on est dans le domaine de l'expertise scientifique, de l'autre, dans le domaine du grand public. La démocratie, c'est à l'échelle locale qu'elle a le plus de légitimité, qu'elle fonctionne le mieux. La question climatique impose d'articuler le local et le global. Donc on voit qu'on a plusieurs tensions. Parmi les autres obstacles identifiés, un point sur lequel on a pas mal insisté, c'est le fait que c'est important que tout le monde puisse se positionner. Mais pour le faire, il faut pouvoir le faire en étant éclairé. Du coup, la question de la formation et la montée en compétence des citoyens et des décideurs est importante. Les inégalités sont un des obstacles pour des mesures fortes et radicales. Et enfin, ça rejoint un peu ce que je disais précédemment sur le projet, être dans un système de valeurs axé sur le consumérisme et l'abondance matérielle ne facilite pas la transformation de ce projet politique. Dernier élément avant d'ouvrir la discussion pour un premier temps, on a souhaité aussi essayer de désamorcer, entre guillemets, la proposition la dictature verte. En fait, cet oxymore, quand on creuse un peu, il nous semble intenable pour plusieurs raisons. Alors, d'un côté, les régimes démocratiques qui sont plutôt en train de se crisper aujourd'hui, c'est clairement des régimes qui sont à la poursuite du modèle extractiviste, consumériste, plutôt que des régimes qui s'engagent dans une transition écologique forte. Que l'on regarde du côté du Brésil ou des États-Unis, les mesures autoritaires qui sont prises, c'est absolument pas pour sortir d'un modèle extractiviste, mais c'est plutôt pour le maintenir. Ça, c'est une première partie de la réponse sur cette question de la dictature verte. Ensuite, quand on regarde du côté des régimes autoritaires, souvent on met en avant la Chine. La Chine qui est un régime assez ambivalent. On peut trouver beaucoup de choses à la fois intéressantes sur la question climatique et puis à la fois qui ne vont pas du tout dans le bon sens. Et ce qui nous a semblé intéressant à relever, nous, dans le cas chinois, c'est le fait que c'est justement les mesures qui questionnent le régime autoritaire, ce qui est appelé des incidents de masse, qui font bouger le régime et qui permettent d'intégrer la question écologique. Donc c'est absolument pas le renforcement de modes de fonctionnement autoritaire ou coercitif qui semble permettre d'intégrer la question écologique, mais c'est au contraire le fait qu'on ait des protestations, des mouvements citoyens qui se mettent en place et qui interrogent le régime. Donc pour terminer sur cette proposition de dictature verte, voilà pourquoi ça nous semble intenable en termes de proposition, parce qu'il y a des contradictions intrinsèques, parce que quand on observe empiriquement ce qui se passe, on n'est pas du tout au rendez-vous d'une quelconque solution écologique.
Et puis il y a des questions qui restent en suspens, comme la capacité à envisager le long terme. Il n'y a pas non plus vraiment de preuves là-dessus. La déconnexion des élites ou l'incapacité à prendre des décisions impopulaires. On n'a pas forcément plus de réponses intéressantes pour notre sujet. Donc voilà un petit peu le cadre du débat que je voulais poser pour commencer à ouvrir la discussion et que je vous passe la parole. Merci beaucoup, ça laisse effectivement, ça pose bien les axes de discussion sur lesquels vont d'abord réagir les grands témoins. Donc j'appelle à la table Lucille Schmitt, qui est une femme politique et haut fonctionnaire, qui est aussi la vice-présidente de la Fabrique écologique, et Loïc Blondiot, qui est politologue et professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, et qui participe à la direction collégiale du GIS Démocratie et Participation. Je vous laisse la parole, pareil, 5-6 minutes chacun pour vos réactions. Bien, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là, de vous avoir écouté, Eric Vidalin, et d'avoir lu votre note, qui est très intéressante. En même temps, c'est un peu l'Himalaya, ce sujet, donc on peut déjà saluer l'ambition de ce groupe qui s'est affronté à cette difficile articulation entre démocratie et écologie, en montrant que, au fond, les régimes autoritaires n'étaient pas toujours efficaces, que la façon dont nous les créditions d'efficacité était en fait souvent la marque d'une sorte d'approximation et d'une volonté de théoriser sans regarder précisément ce qui se passait. L'un des apports de la note est aussi de discuter, comme vous l'avez montré, sur le sujet des contraintes et de la liberté, au fond de montrer que la décision de ce qu'est une contrainte et de ce que c'est une liberté, c'est du contrat social. Donc ça, c'est aussi un des apports forts de la note. Moi, je voulais revenir en 5-6 minutes sur cette question de pourquoi est-ce qu'on fait le lien à ce point entre régime autoritaire et écologie. Parce qu'à mon sens, ce n'est pas seulement la fascination de la Chine. Je rappelle qu'André Gorz avait parlé de la tentation de l'écofascisme et que pourquoi est-ce que associer écologie et autoritarisme apparaît comme une manière parfois de résoudre les choses ou d'une certaine façon une tendance naturelle, si je puis dire. Parce que d'abord, l'écologie ne s'est pas inscrite au départ, ça a été rappelé par Eric, dans les institutions, dans la tradition de nos partis politiques. Donc d'une certaine façon, l'écologie pose à nos institutions des problèmes différents de ceux auxquels elles ont été habituées pendant très longtemps. Et en ce sens, l'écologie échappe quelque part au champ électoral. Et quand on assimile démocratie et champ électoral, évidemment, c'était pour ça que c'était très bien de rappeler les différentes formes que peut prendre la démocratie. L'écologie s'y coule mal. Les partis verts ont eu longtemps des scores assez limités. Et même s'ils vont faire sans doute des scores plus élevés aux municipales qui viennent, je ne crois pas qu'ils atteignent 51%. Donc cette espèce de retard à inscrire l'écologie dans le champ de nos institutions, ça peut expliquer pourquoi, au fond, l'idée de la tentation autoritaire ou de la manière de les inscrire autoritairement est quelque chose qui a de la force. La deuxième chose, et là on rejoint plus ce que disait Gorz, c'est qu'on voit bien qu'il y a une technicité et une tentation de l'expertise très forte lorsqu'on parle d'écologie. En France, c'est un point essentiel. On voit bien qu'il y a une écologie des politiques publiques avec son langage, son agenda, qui n'a rien à voir avec, je dirais, l'écologie du quotidien, peut-être celle des citoyens dont Loïc Blondiot nous parlera. En tout cas, l'écologie des experts est une écologie qui a pu choisir d'être partagée par quelques-uns et comprise par quelques-uns, sans avoir forcément envie d'être partagée par tous. Donc cette tentation d'avoir un langage, une expertise, un agenda peu compréhensible par tous, c'est évidemment une façon d'éloigner l'écologie de la démocratie. Je rappelle qu'on est un pays où les ingénieurs, d'ailleurs, aujourd'hui, jouent un rôle moteur en ce qui concerne la prise en considération des enjeux écologiques dans le débat public. Mais, et d'ailleurs, il y a des nouvelles générations, il y a des nouvelles préoccupations qui se font jour avec l'idée de mieux partager les choses, mais ce n'était quand même pas un sujet sur lequel on partageait spontanément il y a encore 20, 30 ans. Et puis, peut-être une troisième chose, là, pour le coup, ça relève peut-être plus de la tradition de nos institutions. On est un pays centralisé, ça a été rappelé. Éric Vidalin nous dit que c'est à l'échelon local que la démocratie trouve sa plus forte légitimité. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, d'ailleurs, mais bon, c'est un point de discussion. Mais en tout cas, c'est clair que l'écologie trouve sa pleine légitimité au niveau local et que, du coup, nos institutions centralisées, la question de l'État, on voit bien que
donner une place à l'écologie dans les politiques gouvernementales est quelque chose qui reste embryonnaire, compliqué, confère les nombreuses démissions et le turnover concernant les ministres de l'écologie. Je pense qu'il y a là quelque chose qui indique les difficultés auxquelles nous nous affrontons. Je terminerai en disant que la tradition de l'élan démocratique et écologique, parce que l'association se fait beaucoup effectivement dans les territoires, dans les interpellations, dans les manifestations, la tradition de ces mouvements écologiques est plutôt celle du contre-pouvoir et de l'activisme que celle de la présence dans les institutions, et qu'en ce sens, on peut aussi considérer que articuler démocratie et écologie, ça veut dire une sociologie différente pour les écologistes, c'est-à-dire que ça signifie peut-être accepter davantage de penser le lien entre économie et écologie, et par exemple avoir des entrepreneurs qui s'y intéressent davantage. Ça veut dire sans doute mieux articuler les questions environnementales et les questions sociales, et ça ne va pas de soi. Il n'y a qu'à voir la façon dont régulièrement les partis de gauche ont considéré plutôt les écologistes comme des supplétifs. Donc il y a un vrai sujet aussi sur la manière dont l'écologie pourrait s'inscrire dans une culture du pouvoir et ne pas être seulement considérée soit comme un supplément d'âme par certains, soit comme une force d'interpellation par d'autres. C'est quelque chose qui non seulement implique de faire évoluer les institutions, mais l'esprit dans lequel les institutions sont habitées, me semble-t-il. Voilà, je ne sais pas si j'ai parlé 5 minutes, mais ça suffira bien. Oui, alors merci pour cette invitation, pour cette lecture d'un texte effectivement qui pose bien, me semble-t-il, le problème et qui ouvre à la possibilité de rechercher éventuellement des solutions. Alors moi je me retrouve dans le constat qui est fait de la tension qui peut apparaître entre l'impératif démocratique et l'impératif climatique en particulier. Moi qui viens plutôt du monde de la science politique, c'est-à-dire pour qui la démocratie est la valeur primordiale et qui, d'un certain point de vue, réfléchit aux conditions de son maintien, de sa survie et de son approfondissement, il me semble qu'il y a une urgence démocratique aussi forte aujourd'hui que l'urgence climatique. Il y a 2 urgences, puisqu'on voit régresser partout, dans les institutions, dans un certain nombre de régimes, voire même dans les représentations, la démocratie. Et il me semble qu'il va falloir en prendre soin aussi bien qu'on cherche à prendre soin ou à restaurer nos milieux naturels. Et ce sera un chantier peut-être encore plus compliqué, ou en tout cas compliqué lui aussi que de le faire. C'est-à-dire on sait très bien comment on sort de la démocratie, il est beaucoup plus compliqué, je ne suis pas le premier à l'avoir constaté et l'avoir dit, il est beaucoup plus compliqué d'y revenir. Donc ça c'est la première remarque. Deuxième remarque deuxième constat auquel j'adhère, c'est effectivement cette remise en cause et déstabilisation du contrat politique et social qui a été le nôtre depuis le 19e siècle. Alors Pierre Charbonnier, dont je vous conseille vraiment l'ouvrage, qui est un ouvrage absolument remarquable d'histoire environnementale des idées politiques, qui est une relecture extrêmement stimulante de notre histoire politique, le pose très bien dans son livre Abondance et liberté. Mais Dominique Bourg l'avait dit aussi, et je pense qu'il faut rendre à Dominique Bourg ce qui lui appartient. Avec Kerry Whiteside, il avait bien dit que le libéralisme politique repose sur finalement cette idée selon laquelle le citoyen a vocation essentiellement à produire et à jouir de sa propriété et de son travail, et que sous cette condition, il est amené à déléguer à d'autres le soin de gouverner. Et cette promesse aussi, elle est constitutive d'une forme de définition très, très minimale de la citoyenneté dans les démocraties libérales représentatives. Et l'un des enjeux de la période, c'est de reconsidérer aussi ce qu'est la citoyenneté. Elle doit aussi, d'un certain point de vue, devenir
citoyenneté active, participative, avec les responsabilités que ça implique. Donc il faut qu'on cesse d'être d'abord des producteurs, des consommateurs, mais qu'on soit aussi des acteurs de la vie politique. Donc les constats sont très bien posés. Maintenant, tout le monde est convaincu des limites de la démocratie représentative. Et en fait, quelles sont les solutions qui sont quelles sont les stratégies, disons, qui sont à notre disposition. Je pense qu'il y en a 3 grandes stratégies qui doivent être combinées, qui doivent être cumulatives, qui doivent être tentées les unes avec les autres. La première stratégie, c'est celle dans laquelle je me suis le plus investi, c'est la stratégie de la démocratie délibérative. C'est compte tenu de la faiblesse et des limites structurelles des démocraties représentatives, il faut maintenant faire une place aux citoyens dans le processus de décision politique pour, à minima, produire de la coercition légitime. Ça a été dit, on va devoir produire des décisions assez fortes, assez radicales. Il faut impérativement qu'elles soient acceptées. Et l'une des manières de les légitimer, c'est d'y associer les citoyens le plus en amont possible. C'est très simple, c'est très facile à dire, beaucoup plus difficile à expérimenter. Et avec la Convention citoyenne pour le climat, dont on peut éventuellement reparler, je pense que nous en expérimentons un prototype qui pourrait être décliné et imité. La deuxième voie, alors je trouve que le rapport et la note n'y insistent pas suffisamment, alors peut-être parce qu'elle n'est peut-être pas à la hauteur de l'urgence, c'est la voie municipaliste d'un certain point de vue. C'est-à-dire que effectivement, ce qui se joue aujourd'hui à l'échelle locale mérite évidemment qu'on s'y intéresse dans les villes en transition, dont on parle beaucoup, du type Los Angeles ou Grande-Sainte, mais aussi dans le programme politique qu'indique le municipalisme libertaire de Murray Bookchin, c'est-à-dire une double promesse, promesse de réappropriation du pouvoir de décider à l'échelle locale pour les citoyens, mais promesse aussi de préservation des communs et de fin d'une vision purement instrumentale de la nature, des ressources naturelles. Pour moi, ce programme municipaliste fait partie intégrante de la solution. Et puis, il y a un troisième chantier qu'il ne faut pas du tout oublier, et c'est celui de la démocratie représentative elle-même. Parce qu'on pourra y ajouter y greffer de la démocratie délibérative, on pourra, d'un certain point de vue, multiplier les expériences interstitielles, comme le dit Eric Olin Wright dans son livre, là aussi, dont je recommande la lecture, Utopie réelle, où il développe aussi sous une autre forme ces 3 stratégies, mais la démocratie représentative elle-même, au sens où aujourd'hui, elle est totalement sous influence, où les groupes d'intérêt, les fractions les plus riches de la population ont en quelque sorte fait exercent une emprise beaucoup trop forte sur cette démocratie représentative. Tant qu'elle fonctionnera de la manière dont elle fonctionne, tant qu'on ne cherchera pas à rendre à la sphère politique une certaine autonomie par rapport au pouvoir économique et financier, je crois qu'on n'a aucune chance de s'en sortir. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que c'est tout à fait essentiel. Et donc il faudra aussi réinvestir la politique classique. L'une des tentations de ceux qui militent pour la transition écologique, c'est de se désintéresser des formes électorales de la vie politique. Or, il me semble qu'il faut continuer à investir le champ de la politique ordinaire
accéder au pouvoir et éventuellement, et je suis tout à fait d'accord avec Lucille Schmitt, endosser les responsabilités du pouvoir pour éviter que... Bon. Et puis dernier point, sur l'oxymore de l'autoritarisme, cette note enterre l'idée d'une tyrannie bienveillante ou d'un despotisme éclairé comme un non-sens. Et ce qui m'a frappé quand même, c'est effectivement la corrélation entre l'extractivisme et l'autoritarisme, hein, quelque chose qui m'est apparu grâce à la note d'un certain point de vue. Si on regarde Trump, Bolsonaro ou le PiS polonais, il y a une telle affinité entre l'extractivisme et l'autoritarisme que tout ça saute aux yeux d'un certain point de vue, et on se demande si effectivement ce front commun entre un style politique, une forme politique et un modèle économique n'est pas une donnée, quoi. Voilà, et ça me paraît tout à fait riche et intéressant. Voilà, c'est tout. C'est vraiment pas terrible, mais on peut évidemment ouvrir la discussion et je serais ravi d'y participer. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste une question par rapport donc, au régime autoritaire vert, la dictature verte. Vous semblez prendre, pour exemple, des régimes qui, initialement, ne sont pas des régimes autoritaires. Donc, si je prends les États-Unis, par exemple, avec un président populiste, il y a un autoritarisme qui arrive. La Chine, qui, elle, est plus autoritaire de base. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer un régime qui, de base, serait autoritaire et qui aurait pour but premier et unique de pouvoir vivre de manière... donc apparemment ce que la note dément d'après vos propos, j'ai pas lu la note, je suis désolé, mais est-ce que ce serait pas imaginable ça, d'avoir un régime qui dès le début est autoritaire et dès le début il est autoritaire dans un seul et unique but, c'est de préserver l'environnement? Parce que si on regarde aujourd'hui la démocratie actuelle, c'est un échec parce qu'on n'arrive pas les enjeux écologiques. Vous l'avez très bien dit d'ailleurs, peut-être parce que de base, c'est pas dans leur ADN, dans l'ADN de nos institutions. Est-ce que ce serait pas possible la mise en place d'un nouveau système politique, une 5e République, une 6e République, je ne sais pas, mais qui serait autoritaire, mais de base pour le bien commun? On prend plusieurs questions un par un. Moi, je vais réagir à ça. Bonjour, moi Michel Simonet, donc je vais me présenter, donc je suis des Poissons Roses. Je suis très intéressé par cet exposé, mais j'aurais bien aimé d'abord qu'on précise ce que vous appelez par écologie. Est-ce que c'est l'écologie environnementaliste? Tout d'un coup, on parle de modèle extractiviste. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une lutte contre le CO2, pour la biodiversité et pour toute autre chose? Alors, donc, ce qui se passe, c'est que je pense personnellement que les moyens d'accéder ou de lutter contre ces inconvénients sont tous différents. Voilà. Vous pouvez nous dire ce que c'est que les Poissons Roses? C'est un groupe politique, de réflexion politique, une plateforme politique qui se présente comme catho de gauche. Donc je vous invite à aller voir le site et à vous y intéresser attentivement. Voilà. Bonjour, je voudrais vous poser une question au regard de ce débat. Si la conciliation entre les intérêts écologiques des uns et des autres et la démocratie devait se faire dans le cadre classique que nous connaissons, c'est-à-dire la loi de la majorité, après tout, le débat serait assez simple et on est capable de faire évoluer les procédures en amont et d'accompagnement de la décision démocratique. Le problème me semble être, sous votre contrôle, et j'aimerais vos avis, le fait que la question écologique pose un problème d'une nature tout à fait différente. C'est qu'une grande partie de la population considère que les enjeux en question sont à un niveau tel et à un degré tel, comme on l'a vu, je cite le nucléaire, je cite le bien-être animal, je cite la défense d'un territoire à tel endroit, de telle manière, etc. etc. Vous connaissez tout cela. Se pose d'une telle façon qu'ils n'acceptent pas la loi de la majorité et qu'au-delà de ce refus de la loi de la majorité, il y a une demande de considération de l'intérêt des
des minorités, tout ça est dans le jeu démocratique, mais qui ne trouvent pas à se concilier avec une décision dite d'intérêt public, etc. Donc on est confronté à une problématique de décision fondamentale du mécanisme démocratique. Je pourrais donner plein d'exemples pour l'avoir vécu dans des tas de situations concrètes. En conséquence, comment réinventer le processus, les règles de nature démocratique qui vont concilier une finalité qui pour les uns est ultime, après tout, c'est comme ça, et pour d'autres, elle est source de compromis. Merci. Alors, peut-être sur la question sur la définition écologie. Dans la réflexion, on a à un moment choisi de se focaliser sur la question climatique qui illustre peut-être le mieux l'urgence, dans le sens où on sait quelle est l'ambition et l'intensité de l'effort à faire, et on sait le temps qu'on a. Après, il y a la question de la biodiversité, avec certains effondrements de population. Mais le problème est peut-être moins bien posé. Donc on a réélargi, mais en tout cas, on pose la question écologique comme une question qui aujourd'hui est définie dans le temps. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a des choses à faire, qu'il ne suffit pas de les faire, qu'il faut les faire à temps. En gros, sur le climat, ça veut dire qu'on a 10 ans pour diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre, si on veut faire ce qu'on a signé à l'accord de Paris, et 30 ans pour se passer totalement des énergies fossiles. Une fois qu'on a dit ça, on a à la fois la radicalité du changement à opérer, la temporalité dans laquelle on peut le faire. Voilà en gros comment on a essayé de définir, même de manière un peu restrictive, du coup, cette question de qu'est-ce qu'on met derrière le vocable écologique. Un élément de réponse sur la proposition du régime autoritaire, je ne l'ai pas dit, mais c'est alors peut-être trop en filigrane dans la note, il faudra peut-être qu'on l'étoffe. L'idée de dire qu'on pourrait recréer un régime comme ça, un peu flottant à partir de rien, qui ferait fi de toute l'histoire matérielle et politique d'un territoire. Bon, déjà, c'est un exercice de pensée, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Et un élément sur lequel on insiste, c'est qu'on a une telle complexité de la transition à opérer, en termes techniques, mais aussi d'évolution de mode de vie, de pratique, du rapport au territoire, que penser qu'il peut y avoir une autorité éclairée qui sache quelle est la bonne décision, ça semble... Restons sur l'exemple du climat. Prenons le rapport du GIEC de 2018 qui nous montre des trajectoires pour aller vers la cible de moins de 2 degrés. Il y a des trajectoires extrêmement contrastées en termes de régime politique, d'inégalité, de régime de croissance économique, de régulation de la demande, etc. Donc il nous donne à voir qu'il y a des choses à délibérer, quoi. On n'est pas enfermé dans un déterminisme technologique, et donc il faut bien délibérer de comment on va aller vers cet objectif. Une fois qu'on a défini l'objectif collectivement, c'est à peu près ce qui est fait sur le climat. Après, les moyens pour y aller, ils restent quand même extrêmement ouverts. Et pourquoi il y a une autorité qui, à un moment, serait mieux qu'un collectif, quelle est la voie la plus appropriée, quoi. Et je déborde peut-être un peu sur la suite, mais on parle beaucoup de la mitigation sur le climat. Si on embraye sur l'adaptation, on a essayé de tenir les deux. Sur l'adaptation, c'est encore plus criant. Qui peut dire quelle est la meilleure solution d'adaptation au changement climatique, que les gens qui sont sur le territoire et qui vivent les impacts? Est-ce qu'il faut faire une digue? Est-ce qu'il faut végétaliser? Est-ce qu'il faut abandonner le territoire? Enfin, il n'y a pas de solution technique et économique qui est mieux qu'une autre dans l'absolu. Pour ça, on a besoin d'espaces de délibération et d'espaces de décision collective. Plusieurs choses. Sur la question de la définition, je pense que derrière votre question, il y a aussi le fait que, au fond, le terme d'écologie a été initialement employé comme l'écologie est une science. Et ensuite, le terme d'écologie politique est venu après.
Mais je voudrais insister, et ça n'a pas été dit suffisamment, aujourd'hui c'est démontré par beaucoup d'historiens, notamment l'histoire environnementale, que dès le 19e siècle, il y avait au fond une réflexion sur le projet de société écologique, autour du fourriérisme, ou on peut parler aussi du municipalisme, etc. Donc ça ne s'appelait pas l'écologie politique, mais au fond c'était de l'écologie politique. Je vous invite là-dessus à lire un très intéressant roman historique qui a été publié par un auteur qui s'appelle Thomas Giraud, qui s'appelle Le bruit des tuiles, et qui raconte comment Victor Considérant, polytechnicien distingué, part au Texas créer une communauté fourriériste et comment la nature, au fond, réduit la communauté à rien, parce que entre l'esprit du polytechnicien, quelque part ingénieur, écologiste, et la réalité de la nature, il y a un énorme décalage. Donc en tout cas, je pense qu'il faut savoir que d'emblée, l'écologie n'est pas seulement une science, elle est aussi un projet politique, un projet de société. Moi, je trouve, contrairement à Eric, et au fond c'est ça qui est intéressant dans le débat, que sur la biodiversité, il y a des choses plus rassurantes et quelque part plus mesurables, intuitivement et concrètement, que sur le climat. Pourquoi ? Parce que sur le climat, l'inertie, au fond, est désespérante. C'est-à-dire que quoi que nous fassions, nous savons que pour des centaines d'années, nous serons réchauffés, voire cuits. Tandis que sur la biodiversité, nous savons que si nous supprimons les pesticides, nous irons mieux. Et nous savons que les abeilles iront mieux. Donc il y a un sujet sur la reconstitution et la compensation sur la biodiversité qui explique, je pense, pourquoi depuis l'échec relatif au fond de la COP21, la biodiversité a rattrapé à ce point du temps, du contenu dans le débat public, parce que chacun d'entre nous mesure concrètement comment il peut faire que son arbre aille mieux, son arbre favori dans la forêt, vous savez. Donc en tout cas, il y a quelque chose de très concret. Et en France, on a toujours placé le ministère de l'écologie du côté des transports, de notre culture de l'ingénieur. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, le ministère de l'écologie, c'est du côté de la qualité de la vie. Et là, il y a là quelque chose qui reflète des choix gouvernementaux, des choix de pouvoir. Je pense qu'on gagnerait à mettre notre ministère de l'écologie plus du côté de la qualité de la vie. Deuxième chose par rapport à votre question sur l'autoritarisme. Moi, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Vous n'êtes pas du tout le seul à porter cette interrogation. Et je pense que ça reflète la crise dans laquelle sont les démocraties. Votre question montre que vous ne croyez pas que par l'élection, nous allons avoir un leader éclairé. Vous pensez qu'on aura Trump, vous pensez que Macron est quelque part très éclairé sur certains sujets et pas du tout sur d'autres, et notamment sur l'écologie. Donc vous ne croyez pas à ce que le processus électoral fasse émerger sociologiquement dans le jeu d'acteurs quelqu'un qui porte l'écologie. Vous pensez que Nicolas Hulot n'aura jamais été élu à l'élection présidentielle, par exemple, mais qu'on pourrait peut-être le désigner par une pétition. Donc en tout cas, je pense que vous, avec cette question, vous posez le sujet de la sociologie du pouvoir, plus que de la nature même de la démocratie. Et du coup, il faut se poser, nous, la question comme citoyens, de pourquoi est-ce qu'on a ces dirigeants-là ? Pourquoi est-ce que ça se passe ainsi ? Moi, je crois que s'il y a des maires écologistes qui émergent au municipal, on verra peut-être différemment la façon dont démocratie et écologie s'articulent, parce qu'il y aura des incarnations. Aujourd'hui, les principales incarnations, ça peut être Éric Piolle à Grenoble, peut-être que le maire de Rouen, ou la mairesse, je ne sais pas du tout qui se présente en fait, sera vert ou verte. Enfin, je crois que ça changera du coup la nature du débat, et que je pense que ce qui nous manque aujourd'hui beaucoup sur ce débat, c'est des figures. Je pense que Al Gore est devenu une super figure écologiste quand il a raté l'élection présidentielle américaine. Donc on est marqué par le fait que ceux qui portent l'écologie politique sont des gens qui au fond ont raté à peu, comme Al Gore, ou n'ont pas eu envie de se présenter comme Nicolas Hulot. Du coup, ce manque de figures marque notre débat. La deuxième chose qui nous marque, c'est évidemment le sentiment qu'on a une fenêtre temporelle très, très courte, et qu'on se dit transformer la démocratie et lui redonner de l'élan, ça prendra trop de temps par rapport à ce que nous disent les sciences. Après, ça pose donc, il faudra en rediscuter plus tard, la question de la place des sciences dans ce processus. Et Dominique Bourg et Kerry Whiteside, vous l'avez rappelé, Loïc, en 2010, au fond, avaient dit les citoyens ont besoin que des experts leur expliquent ce qui est important. Mais aujourd'hui, Dominique Bourg ne dit pas la même chose. C'est-à-dire que comme le changement climatique est devenu plus visible, et comme les citoyens aujourd'hui sont en avance par rapport à ceux qui gouvernent, Dominique a aussi changé de position là-dessus. Il est davantage pour le tirage au sort. Et donc, on peut aussi discuter du fait que, ça a été écrit, je crois, en 2010 ou 2011, en 10 ans, les choses ont tellement galopé que les philosophes distingués ont changé d'avis. Hein. Et puis, il y avait une troisième question.
suis un peu... donc les régimes autoritaires, la définition de l'écologie. Ah oui, tout au fond, vous nous dites au fond la décision, les règles du jeu démocratique. Personne nous disait au fond les écologistes sont pas prêts à les respecter, les règles du jeu démocratique. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire l'écologie réintroduit la démocratie partout. Exemple, à la maison, vous discutez de l'alimentation différemment. Je dis pas qu'on fait des G7 à chaque repas, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se joue sur le fait d'être vegan, végétarien, de la place de la viande, etc. Je pense qu'au contraire, l'écologie nous habitue à remettre de la décision démocratique là où on n'en mettait pas, et qu'elle désinstitutionnalise la démocratie. Après, la démocratie institutionnelle n'arrive pas à mettre l'écologie à sa juste place, mais on rediscute de choses qui étaient perçues comme naturelles, évidentes, et en ce sens, je trouve que c'est un exercice très intéressant. Vous rediscutez de la place à donner à vos animaux. Vous rediscutez dans l'alimentation, les animaux. La discussion sur la santé et l'environnement est une discussion passionnante. Elle nous oblige à revisiter la façon dont il faut territorialiser la santé. Sur l'adaptation, par rapport à ce que disait Eric, moi je ne sais pas si c'est ceux qui sont sur le territoire qui sont les mieux placés lorsqu'il s'agit de savoir si on construit une digue ou si on laisse pénétrer la mer. Je pense qu'il y a un sujet sur se remettre à faire de la complexité. L'écologie réarticule la complexité et la démocratie, et elle nous refait acteurs, mais pas forcément dans les élections. C'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps à discuter sur votre alimentation, et ensuite vous vous abstenez d'aller voter. Mais le sujet, c'est qu'on retrouve l'espèce de vitalité qu'on a à discuter sur ces sujets quand on se déplace, et donc c'est à ceux qui sollicitent nos suffrages d'être des personnes attirantes aussi. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis assez en accord avec ce qui a été dit, notamment par Eric. La plus-value de la délibération, la démocratie délibérative, elle se vérifie non seulement au plan de la légitimation de la décision, mais aussi au plan de la qualité de la décision. Je cite toujours, et nous sommes quelques-uns à citer la phrase de John Dewey qui dit c'est le cordonnier qui est le plus qualifié pour fabriquer la chaussure, mais c'est celui qui la porte qui sait le mieux où elle lui fait mal. C'est quelque chose d'assez évident, mais je pense que l'intelligence collective, c'est pas un vain mot d'un certain point de vue. Ça améliore la qualité épistémique de la décision, et que l'expert tout seul, même avec tous ces instruments d'analyse, ne peut pas se substituer aux expériences de ceux qui vivent. En tout cas, il doit y avoir une sorte de combinaison de ces formes de savoir et d'expertise. Bon, ça c'est une conviction profonde. Bon. Deuxième remarque assez générale après ce qui a été dit, on est dans une position où l'écologie a toujours été minoritaire dans la population. Et c'est vrai que arrive le moment peut-être, et nous en sommes peut-être à la veille, où l'écologie deviendra majoritaire et où se posera la question de la conciliation de cette volonté majoritaire avec des points de vue, des points de vue minoritaires. On n'en est pas encore là, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que expérimentons ce que sera l'écologie au pouvoir, ce que nous n'avons pour l'instant encore jamais expérimenté. Dernier point. Bon, on a cité des ouvrages. Alors je sais pas, il y a plusieurs séquences dans notre soirée. Sinon je vous aurais vendu la Convention citoyenne. Hein, bon, c'est dans la deuxième séquence. Moi je savais pas, mais j'étais prêt à le faire. Comme par rapport à ce qui a été dit sur l'expertise, il est évident que là pour le coup, les citoyens sans l'expertise sont en quelque sorte voués à l'impuissance. Ça n'a absolument pas de sens, et que ces dispositifs du type, alors pas forum hybride au sens de Calon-Lascaux et Barthes, mais ces dispositifs qui permettent aux citoyens de s'approprier l'expertise ont une puissance démocratique dont on ne mesure pas encore, me semble-t-il, l'étendue.
Et parmi les bouquins, moi, il y a un bouquin qui m'avait vraiment marqué sur le fait que il n'y a rien de nouveau sous le soleil en termes de réflexion sur les moyens de concilier démocratie, égalité, justice sociale et écologie. Pour moi, il y a un très très grand livre, c'est le livre de Serge Audier qui s'appelle La société écologique et ses ennemis, qui exhume et relie et revisite toute une série d'écrits qui date du début du XXe siècle, du tournant des XIXe, XXe siècle, mais surtout du début du XXe siècle, notamment dans les milieux anarchistes, et qui sont autant de sources pour nous de réflexion pour l'action. Voilà. Donc il y a une deuxième séquence. Bon, ben voilà. En fait, il y a une deuxième séquence, on va prendre une deuxième série de questions, et après on fait une deuxième séquence avec Eric qui va nous présenter les orientations de la note, et pareil, une réaction. Donc il sera toujours temps de vendre la Convention citoyenne. J'espère qu'on vous l'achètera. Alors bonjour, je m'appelle je fais de la géophysique, donc je suis principalement intéressé par l'énergie. Et donc par rapport à la démocratie, l'énergie ça peut apporter, donc le manque d'énergie en l'occurrence, ça peut apporter un stress sur les populations, ce qui va les enclin à voter sur des optiques un peu à l'opposé même de ce qu'ils veulent. Et donc dans ces conditions, on aura du coup, de mon point de vue, un échec de la démocratie. Et par rapport à l'énergie, j'ai quand même l'impression, pour prendre l'exemple de l'Allemagne, que via les voies démocratiques, on assiste à des choix qui ne sont pas nécessairement les plus pertinents. Et donc la reprise, par exemple, des centrales à charbon et tout ça. Et vous me dites que la démocratie, c'est une solution ou qu'il faut s'y intéresser. Je me pose vraiment la question de la capacité de la population à juger pour ce qui peut être les bonnes décisions. Et donc du coup, la place de l'expert là-dedans. Voilà. Bonjour, Patrick Herter, je travaille dans la technologie et la citoyenneté depuis très longtemps avec des petits bouquins d'aide à la décision. Je réagis à vos propos. Ce qui me frappe, c'est à la fois la confusion sur le temps long et le temps court, à la fois peut-être plus en haut de la hiérarchie politique qu'en bas. Ensuite, à une question qui est posée par l'émergence de justement ce municipalisme et de ces initiatives locales qui marchent sur les plates-bandes du pouvoir central. Et je me demande si d'abord on n'arrive pas sur un terrain qui amène à une forme de subsidiarité, un principe qui serait une constitutionnalité remontante. Mais la question que je vous pose, c'est de savoir si cette constitutionnalité remontante, elle ne va pas avoir une forme de démocratie qui tendra pour se défendre elle-même. Si c'est pas ce choc-là qui effectivement est l'enjeu de notre soirée pour commencer, mais pour l'avenir ensuite. Patrick Février, comité d'histoire des ministères de l'écologie et des territoires. La connaissance que j'ai, en tout cas depuis plusieurs décennies, de la façon dont le positionnement de ministères de l'environnement, non seulement en France, mais également donc à l'étranger, et que assez souvent, effectivement, les progrès se font en général par bond et pas à froid. Et en tout cas, assez rarement sur la base de présentations rationnelles, de chiffres, mais que très très régulièrement, et la démocratie a parfois du mal à s'y adapter, les bons, effectivement, peuvent venir de périodes de catastrophes, de crises et de phénomènes de peur. Et que ce n'est pas la rationalité, mais que c'est souvent effectivement la peur, notamment donc, à l'égard de la santé. Mais la difficulté, c'est d'arriver effectivement, lorsque ces peurs se produisent ou ces craintes, que les points de vue contradictoires sur leur existence ou sur leur gravité puissent s'exprimer collectivement. Alors il y a parfois des politiques, effectivement, où cela se fait. Moi, j'ai expérimenté pendant très longtemps la façon dont fonctionnent dans le domaine de l'eau, donc les comités de bassin, qui sont des structures qui existent depuis plus de 50 ans et où s'expriment les contradictions entre les intérêts des industriels, des collectivités locales, des associations, des agriculteurs. Donc là, effectivement, ce sont des structures qui existent et où tous ces intérêts ont appris
en tout cas à s'écouter et à exprimer leurs contradictions. Mais lorsqu'on est en situation de crise, donc c'est là qu'effectivement que les progrès peuvent se produire, mais la démocratie est quand même souvent bien du mal effectivement à y répondre dans ces cas effectivement de crise et de catastrophe. Ma chère collègue a envie d'ajouter quelque chose. Merci de ce débat. Moi, j'avais juste un point tout simple, c'est que souvent dans ce type de réflexion, donc gouverner la transition écologique, on met à silo parce que c'est trop lent, au sens de la négociation sociale, comment dire, qui sont quand même les producteurs, avec les entreprises, c'est quand même la production, le productivisme, c'est quand même les projets d'entreprise sur les territoires qui sont les auteurs du réchauffement, etc. On a par ailleurs une démocratie écologique qui est assez faible, si on la compare historiquement à ce qu'est la négociation collective. On n'a pas de négociation environnementale, et on a tous les problèmes de la redevabilité dans les méthodes participatives des opérateurs, des grands projets, etc. Donc je voulais juste savoir pourquoi, est-ce que c'est simplement parce qu'en fait on les laisse en plan, hein, ils sont trop lents, les syndicats, etc. La RSE, ça a prouvé que ça ne servait à rien, etc. Pourquoi on ne prend pas en compte dans le paysage la dimension de démocratie sociale au sens vieux monde? Je crois qu'il va falloir répondre brièvement à cette question et passer à la deuxième partie. Ou alors, Bonsoir. J'ai une petite obsession je vais planter un ou deux clichés pour que ce soit plus clair. Et vous me direz si vous avez besoin de plus de détails. J'ai le sentiment que quand on parle de dictature verte, on prend déjà un angle sur le sujet, qui est un angle qui, pour moi, n'a pas du tout dépassé, mais peut-être que personne ne l'a dépassé, le fameux clivage gauche-droite. C'est-à-dire que la dictature verte résonne très fortement pour moi avec une formule de ce cher monsieur Orban, qui pointe les écolos, qui dit que les écolos sont des pastèques, c'est-à-dire c'est vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Quand j'entends les questions, je me dis qu'il n'a pas complètement tort, moi ça ne me pose pas du tout de problème, mais est-ce que du coup ce sentiment, cette perception, ce problème d'appariement de la transition écologique à une forme de dictature n'est pas une résonance bien plus profonde qui coupe la moitié de la population d'un peuple de droite qui regarde un peuple de gauche qui s'écologise ou qui a la volonté d'imposer au nom du bien commun et avec peut-être des différences de compréhension de ce que c'est que le bien commun, au nom du bien commun, un certain nombre de pratiques. Je regarde en particulier parce que vous êtes politologue, mais qu'est-ce que ça vous inspire, cette résonance entre le clivage droite-gauche et l'angle qu'on prend cette idée de dictature verte qui, à mon sens, existe peu à gauche, mais peut-être que je me trompe. Ouais, en fait, je suis un peu démuni. C'est pas mon habitude en général. Bon, alors sur ce, un peu démuni par rapport à plusieurs de vos questions, sur le fait que cette épithète dictature verte soit mobilisée pas aujourd'hui, ici et maintenant, par des acteurs politiques de droite pour critiquer l'écologie, c'est une évidence. Effectivement, il y a une beaucoup plus grande sensibilité de l'électorat de gauche à la question écologique. Ça tend à être une évidence de moins en moins claire. Moi, je suis assez attentif à ce qui est en train de se jouer depuis déjà quelques années en Allemagne au niveau des Länder ou en Autriche, là, ces alliances entre la droite et l'écologie. C'est vraiment une question. C'est vraiment une question extrêmement compliquée. Voilà, pour laquelle j'ai pas de vraies, bonnes et intéressantes réponses. Voilà. Sur la question de la démocratie sociale et de l'écologie, non, il y a très clairement une sorte de greffe. Moi, je l'expérimente en ce moment au CESE.
qui est le Conseil économique et social environnemental, il est clair que l'apprentissage des questions écologiques et le positionnement face à ces questions et aux organisations qui les portent des syndicats se fait pas de manière très très naturelle. Il y a une vraie différence culturelle, c'est vraiment quelque chose de très complexe, mais il y a une chose dont je suis à peu près sûr, pour ce qui concerne ma partie des choses, qui est la démocratie participative, c'est que la démocratie participative ne peut pas bien fonctionner si la démocratie sociale ne fonctionne pas bien. Et que la tentation qu'on pourrait avoir dans certains cercles de pouvoir de substituer l'une à l'autre, à mon avis, est mortifère pour la démocratie elle-même. Il faut des organisations pour que la démocratie fonctionne, pour que les intérêts les plus divers soient effectivement représentés. Ça ne peut pas suffire. Il faut aussi quelquefois élargir le débat aux citoyens non organisés, mais c'est une absolue certitude. C'est quelque chose, je réagis par esprit d'escalier à ce qui avait été dit. Ce qu'il va falloir envisager assez vite et assez rapidement, c'est non pas des régimes autoritaires, mais c'est des politiques. Voilà, je reviens sur cette notion de coercition légitime, des politiques coercitives et qui viendront d'en haut et qui devront être acceptées. C'est-à-dire, on a fait l'expérience avec la taxe carbone, qui est une politique qui n'a pas été justifiée, notamment au regard d'un certain nombre d'impératifs d'égalité et de justice sociale. Elle a été rejetée et je ne vois pas comment on pourra faire l'économie d'un vrai débat avec les citoyens et mieux que ça, d'une association des citoyens à la fois à l'élaboration du diagnostic et à la définition des solutions pour que ceux-ci acceptent ces politiques coercitives nécessaires à venir. Et puis dernier point, sur la résistance du vieux monde, alors les termes de nouveau et vieux monde ont été trop galvaudés dans le débat politique, mais en fait oui, ça c'est très clair, c'est une de mes grandes inquiétudes. On assiste tout doucement à un processus de recentralisation de l'autorité, des pouvoirs répressifs à l'échelle nationale. Tout ce dont on parle se fait sur fond effectivement d'un tournant autoritaire des gouvernements nationaux un peu partout, y compris en France, et je vois mal comment des expériences un peu nouvelles, un peu transgressives pourront se faire tant qu'il y aura une telle concentration. Moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était au-delà de l'expérience de Notre-Dame-des-Landes, la très grande résistance à l'idée qu'on puisse, une fois que le projet d'aéroport était abandonné, qu'on puisse inventer de nouveaux modèles de gestion des communs, de gestion des ressources à Notre-Dame-des-Landes, cette volonté du système d'imposer sa logique à travers la figure du préfet, tout ça n'augure pas très bien d'un changement important à l'échelle locale, qui partirait du local, ce que vous appelez le constitutionnalisme. J'ai pas votre notion ascendant. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, pour l'instant, je n'y crois pas parce qu'il y a effectivement une grande capacité répressive ou en tout cas d'inhibition, une grande force d'inhibition à l'échelle nationale. Et puis dernier point, moi je fais partie aussi des vrais pessimistes, même si voilà, je m'efforce aussi d'agir, des très grands pessimistes. Je crois qu'effectivement, au rythme où se dégrade à la fois le climat et nos écosystèmes, avec les stress, vous avez utilisé le terme, que ça provoque chez les citoyens, et en l'absence
d'un modèle désirable, ou en tout cas en absence d'un autre modèle que celui qui est le nôtre, consumériste et productiviste. Je vois mal comment tout ça ne pourrait pas engendrer des monstres politiques, hein, et c'est en train de se faire. Moi, je suis très frappé par ce que dit François Gemène, hein, sur le lien entre le climat, l'immigration, et quand on voit l'effet que produit sur nos systèmes, sur nos sociétés et sur nos systèmes politiques l'arrivée de quelques milliers, dizaines de milliers de migrants, je pense qu'il faut craindre le pire à cet égard. Voilà, donc voilà, le pire est le plus probable. Oui, très court, parce qu'il y a Eric aussi. Oui. Sur la question du constitutionnalisme ascendant, je pense qu'il ne faut pas oublier que pour faire le droit, il y a d'autres instances que le pouvoir exécutif, les maires, etc. Enfin, les pouvoirs exécutifs en général. Il y a aussi la justice. Et en ce sens, je trouve ça très intéressant, la multiplication des procès aujourd'hui, et par exemple la façon dont dans les Hauts-de-Seine, le maire de Sceaux réussit à faire reconnaître, en référé, hein, mais la question d'un arrêté anti-pesticides, ce qui n'est pas le cas d'un maire en Bretagne. Donc on voit que la justice est en train, en tout cas, de chercher ses marques sur ces enjeux écologiques. Est-ce que c'est d'ailleurs pas du côté de la justice qu'on pourrait chercher cette forme d'autorité qui n'est pas autoritariste, mais qui a une légitimité en démocratie? Il faut que le système de justice fonctionne. Je voulais aussi dire d'ailleurs qu'en démocratie, la question des médias, on n'en a pas parlé, est un point essentiel, et qu'au fond aujourd'hui je trouve ça assez palpitant de voir comment les questions d'écologie ont envahi complètement la presse, la télévision, etc., France Info, pas forcément dans un certain désordre, dans une certaine confusion, mais quand même c'est chouette, c'est-à-dire que du coup en tout cas le débat public est alimenté là-dessus, et la question du décryptage de cette information surabondante sur l'écologie est posée, et ça montre comment justice, médias, il faut qu'on s'habitue à sortir stricto sensu d'un cadre trop restreint. Ça va être difficile que je tienne en 2 minutes, hein, moi, mais ensuite sur les choix, je vais choisir de vous répondre, parce que vous avez dit au fond, les citoyens en Allemagne, ils font les mauvais choix, le charbon, etc. Je ne suis pas sûre que c'est les citoyens allemands qui choisissent, pour être franche. Je pense que c'est plutôt... on revient à la question du pouvoir économique. Depuis le début, en fait, on en parle sans en parler. Donc l'enjeu, c'est plutôt quelle est l'articulation entre ceux qui ont été investis d'un pouvoir politique par l'élection et les chefs d'entreprise. Comment est-ce qu'on fait bouger les grandes entreprises, et les PME aussi, d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait bouger le tissu économique, et comment est-ce qu'on s'organise pour que la transformation écologique soit portée par d'autres acteurs que les acteurs politiques. Moi, il me semble que le Grenelle de l'environnement, en ce sens, avait été un moment assez intéressant quand il avait mis en interaction autour de la table syndicalistes, élus, ONG, enfin des gens qui ne sont pas habitués à se parler, comme vous le rappeliez. Simplement, au moment de la décision, comme par hasard, ça s'est craché au Parlement. C'est-à-dire qu'au fond, l'enjeu de mettre autour de la table et de faire interagir et de proposer, ça s'est bien passé. Il y a eu de la créativité, notamment du côté des chefs d'entreprise. Et puis, quand on a réintégré le cadre démocratique classique des institutions, ça s'est encalaminé. Il y a eu des milliers d'articles et rien ne s'est passé. Et Nicolas Sarkozy a dit l'écologie, ça commence à bien faire. Donc, il y a un sujet sur comment ces exercices démocratiques dont on parle et qui ont été décrits très bien par le groupe, c'est-à-dire qu'il y a différentes manières de pratiquer la démocratie, comment est-ce qu'on fait pour que tout ça fasse un tout ? Et non pas seulement de la segmentation, qui est une conférence citoyenne qui sera remarquable, mais ensuite sur quoi elle débouche. On voit bien que le sujet, c'est le processus et sans doute effectivement la démocratie en continu, comme le dit Sandra Logier. Sur vert et rouge, je répondrai en bilatéral, je pense. Je suis moi-même le vert rouge. Ouais. Il y avait pas mal de toute façon de réponses qui sont dans les pistes qu'on a commencé à esquisser. 2 secondes néanmoins sur la question Allemagne-charbon. Ça rejoint un peu la question de l'écologie, c'est-à-dire que l'écologie, elle ne se définit pas uniquement par la question climatique. C'est une des plus pressantes aujourd'hui. Néanmoins, ce n'est pas la seule. Et deuxième élément de réponse là-dessus, les mouvements de protestation type Indeg et la 2, qui sont des mouvements de désobéissance civile qui bloquent les mines de charbon, c'est bien parce qu'on a cette désobéissance civile qui en appelle à un cadre juridique supérieur pour bloquer le fonctionnement du système technique. Donc c'est bien parce qu'on a des interstices dans lesquels des mouvements citoyens se placent pour contester le charbon.
ce que ne font pas, ce que les accords politiques en place ne font pas, puisque la sortie elle est plutôt prévue pour 2038. Donc c'est bien du côté des aspirations citoyennes qu'on trouve des choses plutôt source d'espoir, il me semble, que justement dans une dépolitisation de cette question-là. Après, il y a un choix qui a été fait et qui peut se discuter sur la question du CO2, c'est clair. J'enchaîne du coup sur la partie suivante. Donc on a essayé de structurer ce qu'on a appelé des pistes, en rappelant d'abord le cadre dans lequel on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est face à des mobilisations nouvelles qui apparaissent dans la société. On en parlait là typiquement de Ndegela 2. Il y a plusieurs choses, mais notamment une sur laquelle j'insiste un peu ici, les attentes des citoyens. Ça, c'est issu d'une enquête de l'ADEME qui est conduite annuellement. Quand on demande à un panel, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit cette question d'année en année, si des changements importants s'avèrent nécessaires dans notre mode de vie, à quelles conditions les accepteriez-vous? Les deux éléments qui ressortent dans les réponses, c'est d'abord la justice. Qu'il soit partagé de façon juste. Et ensuite, la participation. Et pour nous, ça, il me semble que c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est ce que vous avez sur la colonne de gauche. Sur la colonne de droite, c'est ce que les élus répondent. Et les élus, vous voyez, ils sont élus, donc ils veulent plus participer quand même. Puisque aux 2/3, ils disent, nous, on veut de la justice, ok, mais on veut aussi participer. Chez les citoyens, lambda, il y a d'abord une aspiration à la justice, avant l'aspiration ou la demande à participer. Donc, c'est des éléments qui nous semblent importants à avoir en tête, et c'est des choses qu'on suit un peu sur le temps long. Et donc, avant d'aller sur les pistes, ça, c'est vraiment des éléments du contexte, des nouvelles mobilisations, on en a pas mal parlé, qui illustrent le fait que la démocratie, qui est non pas en crise, on va le voir après, mais qui est aussi dans une situation d'urgence, elle s'enrichit globalement de la question écologique. Et c'est parce qu'il y a des mouvements citoyens, parce qu'il y a des pétitions, des manifestations, de la désobéissance civile, des modes délibératifs nouveaux comme la Convention citoyenne, parce qu'il y a toutes ces choses-là qu'on a bien un processus qui s'enrichit à travers la question écologique. Et donc c'est un début de la réponse selon nous. Quand on regarde les choses de l'autre côté, je l'ai un peu abordé aussi dans une partie des réponses. L'écologie a besoin de démocratie parce que penser que les meilleures solutions techniques, on les connaît, ça nous semble clairement erroné. J'ai cité rapidement le rapport du GIEC qui illustre 4 grandes familles de transition possibles pour atteindre le même objectif de neutralité carbone. Donc s'il y en a un qui pense quel est le meilleur régime alimentaire pour l'ensemble de l'humanité, considérant les croyances, les systèmes productifs locaux, les savoir-faire, etc., probablement qu'il a une idée un peu trop haute de sa connaissance de la complexité des leviers à mobiliser pour la transition écologique. Donc on a besoin du coup d'espaces de délibération et de discussion pour trouver les meilleures solutions, que ce soit sur la mitigation ou sur l'adaptation, je l'évoquais rapidement. Et puis parce que on sait aussi aujourd'hui que la solution technique est largement insuffisante. Ça veut dire qu'on doit s'appuyer sur des évolutions drastiques, importantes des modes de vie. Qui va décider de quels sont les modes de vie en fait? Et là aussi, reprenons les productions synthétisées dans le dernier rapport du GIEC. Qui va décider quels sont les modes de vie qui sont soutenables et qui sont désirables dans une société plus écologique? Donc on voit que l'écologie, elle a besoin de démocratie. Et donc une fois posées ces sources d'enrichissement mutuel, les pistes, on les a synthétisées en 3 grandes catégories qui sont un peu détaillées dans la note, et du coup je vous les donne ici en quelques mots. La première piste, c'est vraiment la plus idéologique, mais qui nous semble cruciale.
C'est-à-dire que si on ne redéfinit pas le projet politique, qu'est-ce que veut dire la liberté, qu'est-ce que veut dire l'émancipation et peut-être plus l'autonomie, c'est-à-dire se doter collectivement de règles qu'on définit ensemble, qu'on s'attache à respecter ensemble, ça nous semble incontournable, notamment parce que, et c'est ce que François Gémen ou Pierre Charbonnet disent, je trouve bien, on n'est pas dans un système en crise, on ne reviendra pas dans une atmosphère à 300 ou 350 ppm. On est parti, c'est l'Anthropocène, on est parti dans une dynamique, et même en réalisant des changements drastiques, le monde de demain sera différent. Du coup, ça veut dire qu'on doit adapter nos systèmes techniques et démocratiques à ce monde futur. Donc il ne faut pas parler de crise, parce que la crise sous-entend qu'on va revenir à un état initial, et que c'est que transitoire. On n'est pas dans une situation de crise, on doit penser un système politique, des institutions, un projet démocratique adapté à un monde qui sera radicalement différent demain. Ça, c'est le premier point. Alors, évidemment, c'est considérable, ça se prend par plein de bouts différents, mais ça nous semble important d'insister là-dessus. La deuxième piste un peu générique, c'est autour de la justice. Et ça rejoint une partie des questions, notamment autour de la démocratie sociale que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ça se joue à plein de niveaux. Et la taxe carbone illustre en fait ce souci-là, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire aux gens vous allez payer tous 45 € la tonne de CO2 quand vous avez des inégalités considérables dans la société. Ça marche de dire aux gens vous allez tous payer 45 € la tonne de CO2 quand on a tous la même capacité à choisir, à faire des choix sur là où on habite, sur comment on se déplace, sur comment on change de voiture, le cas échéant. Mais dans une société fondamentalement où on a des injustices et des inégalités fortes, c'est clairement un frein. Donc ça veut dire que ça se joue à plusieurs niveaux, avec des choses assez classiques, des outils assez classiques de réduction des inégalités, mais aussi des choses qui se mettent en place de manière assez contradictoire encore selon nous. On évoque notamment la loi Pacte, qui reconnaît le rôle des parties prenantes dans les entreprises, et en même temps au profit de la croissance. C'est-à-dire qu'on a cette double injonction, c'est pour avoir des entreprises en gros encore plus compétitives qu'on légitime le rôle des parties prenantes dans les sociétés. Et troisième piste, autour de la question de la participation, on en a déjà pas mal parlé. Pour nous, le préalable à ça, c'est vraiment être capable de décider en citoyen éclairé. Et du coup, la question des médias, qu'on a évoqué rapidement, elle est centrale. La question des autorités ou institutions un peu tierces, elles sont aussi cruciales. Les forums hybrides que vous évoquiez, ou si on parle de quelque chose de très concret qui a été mis en place récemment et qui est assez prometteur pour nous, par exemple le Haut Conseil pour le climat, qui a vocation à faire ce lien entre la production scientifique académique et la société civile, mais pas seulement, et le politique aussi. C'est des choses qui permettent de rapidement monter en compétences, parce que l'idée de dire il faut former tout le monde, évidemment qu'il faut le faire, évidemment qu'il faut transformer les programmes d'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, etc. Mais ça, c'est des projets sur le long terme. Là, si on veut traiter la question de l'urgence, ça veut dire qu'il faut être capable d'outiller rapidement des citoyens auxquels on demande de délibérer. Et l'articulation, par exemple, Convention citoyenne et Haut Conseil pour le climat, peut être assez prometteuse, quoi. Alors il s'agit de le pérenniser, de définir un cadre probablement plus clair, parce qu'aujourd'hui on a attaqué et lancé des choses sans savoir exactement ce qu'on en attendait, comment. Mais en tout cas, il y a des graines et des choses assez intéressantes dans ces perspectives-là. Et voilà en gros les trois grandes pistes qui nous semblent intéressantes à creuser. Vraiment repenser le projet politique, parce que la question du sens, elle est incontournable. La question de la justice, elle a probablement été occultée, on l'a dit précédemment. Le sondage dont je vous parle, dont je vous ai parlé, qu'on fait annuellement, illustre ça. C'est la première attente pour changer radicalement les modes de vie. On veut de la justice avant de participer.
Pourquoi? On ne sait pas forcément, peut-être parce que les choses apparaissent trop complexes, qu'on ne se sent pas outillé et prêt à décider sur tout, mais en tout cas la question de la justice est centrale. Et ensuite la demande de participation vient et est quand même assez présente. Voilà pour ces grandes orientations et pistes qu'on a essayé de formaliser un peu. Moi, je pensais juste à une chose, notamment parce qu'il y a eu 2 interventions concernant le ministère de l'écologie et j'ai pas répondu tout à l'heure. Non, mais je pense que par rapport à ce que vient de dire Eric, il y a en fait la question posée aux institutions du fait de l'urgence écologique est une question différente des questions habituelles. Je crois que c'est ça qui est derrière l'idée de la dictature verte aussi. C'est que de quoi crédite-t-on la dictature? C'est ça qu'il faut regarder. On le crédite d'être plus efficace et de davantage d'action dans le sens de l'écologie. En disant, si on respecte les institutions démocratiques actuelles, au fond, il y aura un débat qui fait qu'il y aura, mettons, 20, maximum, je ne sais pas, 40% en faveur de l'écologie. Encore, je suis très, très optimiste, mais il y aura toujours plus de choses en défaveur de l'écologie. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on arrive à imaginer nos institutions d'une façon telle que la question de l'action écologique et de l'efficacité soit posée d'une manière plus centrale. Ce n'est pas un sujet sur la dictature. Et c'est pour ça que, par exemple, quand vous disiez le ministère de l'écologie, il a progressé par bond et en fonction de catastrophes, etc. Moi, je crois que maintenant, le sujet n'est plus vraiment le ministère de l'écologie. Je pense que le sujet, c'est le gouvernement écologique, en fait. Mais au sens où l'ensemble des actions de régulation seraient centrées autour de l'écologie. Donc on voit bien que la période sur le plan des institutions et de la question centrale de la démocratie est différente à cause de l'urgence écologique. Et du coup, la question du temps, qui est posée différemment aussi à cause de la place des sciences, puisqu'on nous dit qu'il y a une fenêtre d'opportunité de 20 ans maximum, fait qu'on n'a pas confiance, et là-dessus il faudrait interroger Loïc, sur qu'est-ce que vous pensez, vous, comme spécialiste des institutions, sur la possibilité que les institutions changent radicalement leur contenu politique en un temps record. Est-ce qu'il y a des exemples historiques? Est-ce que ça s'est jamais produit? Est-ce que la Convention citoyenne, qui effectivement est très intéressante parce qu'elle a associé des experts et des citoyens, mais c'est les citoyens qui proposeront, et les citoyens ont quelque part bouleversé aussi leur ordre du jour et se sont investis de certains sujets parce qu'ils avaient écouté les experts. Tout ça est passionnant, mais au fond, moi j'aimerais bien que vous nous donniez aussi votre point de vue là-dessus, c'est-à-dire est-ce que ça va se passer, parce que c'est bien gentil de dire la démocratie en soi c'est mieux que la dictature, et la dictature verte n'existe pas, mais est-ce que la démocratie va nous aider à résoudre cette espèce d'urgence? Je crois que c'est ça qui nous anime tous, qu'on soit démocrate ou anti-dictatoriaux. Non, en vous écoutant simplement pour répondre, nous, ça fait quelques années qu'avec un groupe de collègues, on essaie de travailler sur des propositions institutionnelles avec Dominique Bourg et d'autres, et des juristes. On avait fait cette proposition il y a quelques années de concrétisation de l'idée de chambre du long terme, ou d'assemblée du futur, qui avait été esquissée par d'autres, et on a essayé de voir quel contour elle pourrait avoir. Mais on a fait aussi une autre proposition, moi, qui a été beaucoup moins... l'autre n'a pas eu un écho considérable, mais celle-là, on a eu encore moins. C'est l'idée d'organiser vraiment un moment constituant, c'est-à-dire d'envisager... Alors, qui sera à l'origine? La vraie faiblesse de notre raisonnement, c'est encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui ait le pouvoir politique et la volonté de lancer ce chantier constituant. Mais on avait parlé d'un Big Bang démocratique, c'est-à-dire je pense que pour changer radicalement à la fois de modèle institutionnel, mais aussi de projets politiques communs à l'ensemble de notre société, il faudrait vraiment quelque chose comme une sorte de réflexion collective, et on avait essayé de penser ce moment constituant en plusieurs étapes, avec des moments extrêmement inclusifs, très participatifs, un moment délocalisé où les gens effectivement essaieraient de réfléchir à un projet de constitution là où ils se trouvent, et puis une assemblée préparatoire à l'assemblée constituante qui serait tirée au sort. Et je reviens
Je reviens là, il y a une dizaine de jours du Chili, où effectivement le Chili se place dans cette position. C'est-à-dire que vous connaissez tous la crise qui a eu lieu cet hiver au Chili, qui ressemble par bien des aspects, mais en plus radical et en plus profond à ce que nous avons connu avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire vraiment à une insurrection citoyenne face à des inégalités perçues comme de plus en plus insupportable. Et en fait, le débat s'est orienté vers un changement constitutionnel. Il va y avoir en avril un référendum sur ce changement constitutionnel et une question qui va être posée sur la nature de l'Assemblée constituante. Et parmi les propositions qui vont être faites aux citoyens, il y a l'idée d'une Assemblée constituante composée de citoyens. Alors, comment sont-ils désignés? On ne sait pas encore, mais bon, de là l'intérêt de ce laboratoire pour nous, et je pense que la situation pourrait aller suffisamment mal. Vous savez qu'au Chili, par exemple, le président de la République a 6% de popularité en ce moment. Vous voyez, donc ça nous laisse rêveurs. Là, ça va très 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 mal au Chili, mais je pense qu'on pour finalement, alors c'est peut-être une utopie, c'est peut-être quelque chose de totalement irréaliste, mais on peut espérer un moment constituant de cet ordre pour nous. Voilà, c'était un petit peu une manière de répondre. Ce changement institutionnel, c'est vrai qu'il est improbable. Ce changement institutionnel profond est improbable pour une raison toute simple, c'est que ceux qui sont arrivés au pouvoir avec ces règles du jeu-là n'ont aucune envie d'en changer. Bon, ça c'est quelque chose d'une évidence absolue, donc il faut un momentum politique pour que les choses bougent, ou une crise politique profonde. La Convention citoyenne n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu le mouvement des Gilets jaunes. Donc un mouvement d'une plus grande intensité pourrait produire des changements institutionnels, eux aussi d'une plus grande ampleur. Oui, bonjour, Pierre Ducret. Ce que vous venez de dire à l'instant, je crois que c'est vraiment important. Il n'y aurait pas eu de convention citoyenne s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes, et même on peut le voir comme une riposte de la démocratie libérale à la demande vociférante du RIC, etc. C'est-à-dire c'est une riposte qui permet d'introduire une réponse à une demande de démocratie directe de façon informée et en faisant effectivement en créant les conditions d'une véritable délibération démocratique entre les citoyens, c'est-à-dire autrement que par le fait de les faire rentrer dans un bureau de vote pour dire oui ou non, ce qui équivaut finalement à... Enfin, chose dont on peut se méfier si on réfléchit à l'histoire moderne, à l'histoire du référendum, d'une façon générale. Donc ça me semble très important. Le deuxième point que je voulais faire, c'est lié à ça, c'est que moi je suis frappé par le fait, ça a été évoqué tout à l'heure, que les formes de la démocratie libérale, qui sont justement, pour prendre les analyses de Yashamoun, le peuple contre la démocratie, qui sont des moyens de se protéger contre le peuple. Car typiquement les structures d'expertise, les structures juridictionnelles, etc., sont en train, en tout cas en Europe, de basculer du côté de la prise en compte de l'écologie. Et assez rapidement, on parlait de constitutionnalité, enfin, il suffit de voir la récente décision du Conseil constitutionnel sur ce sujet contre le législateur. Donc, oui, c'est ça. Oui, en gros, c'est à peu près ça, ce qu'il a fait. Donc, ça, c'est très frappant, et ça ne fait que renforcer la tendance de la démocratie libérale, justement, à fabriquer des anticorps contre les tendances populistes. Enfin, et donc, il faut le compenser. Alors, évidemment, on sait bien, et je pense que tout le monde ici doit partager cette idée, que le principal contrepoison, c'est aussi la justice. C'est-à-dire que s'il fout tout en l'air, c'est évidemment le creusement des inégalités, et que tout ça, c'est insupportable. Donc, il faut une transition juste et remettre de la justice, et notamment remettre au premier plan la lutte contre les inégalités, ce qui avait été oublié pendant 30 ans, au profit d'ailleurs de la lutte contre la pauvreté. Enfin, mais peu importe. Et il se trouve que, par chance, il y a une espèce de consensus qui est en train de se former sur le fait que non seulement c'est nécessaire au regard de la justice, mais c'est aussi nécessaire au regard de l'efficacité économique dans une grande mesure. Alors la dernière remarque que je voulais faire, c'est qu'il y a quelque chose qu'en termes de liberté publique, bon,
on voit bien qu'il y a des libertés qui vont disparaître et qu'il faut qu'il y ait des libertés qui vont apparaître. J'aurais plus la liberté de prendre ma bagnole tout seul pour faire 5 km, etc. Voilà, c'est le genre de liberté dont il va falloir se passer. Et j'aurai en revanche la liberté, je l'espère, de faire des choses que je ne peux pas faire aujourd'hui. De jouir, par exemple, d'un nouveau rapport à la nature et de choses comme ça. Donc dans l'histoire des libertés publiques, il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent. On n'a plus le droit de faire un certain nombre de choses qu'on avait le droit de faire avant, quoi. Le code de la route en est un très très bon exemple. Mais d'une certaine façon, il est en train de s'apercevoir maintenant que, même si c'était déjà un endroit positif, on n'a plus le droit de battre son épouse, par exemple. Effectivement, c'est plus un droit. Alors c'était presque un droit. En tout cas, dans beaucoup d'endroits, etc., etc. Non, mais oui, c'est ça. Donc ce basculement de liberté. Pardon, je ne veux pas être trop long, mais là-dessus, il y a un sujet qui moi me préoccupe beaucoup, c'est la dimension contrôle social sur les libertés publiques. C'est-à-dire que le contrôle social, il y en a toujours eu dans toutes les sociétés. Contrôle social, discipline collective, tout ce qui n'est pas véritablement vertical, mais qui vient plutôt de façon horizontale, avec des moyens pour le faire qui relèvent du contrôle des citoyens entre eux. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des outils technologiques pour instrumenter ce contrôle social, qui sont d'une puissance absolument incroyable. Alors on pense tous à l'exemple chinois, etc., mais il y a une demande pour ça, même les systèmes de bonus-malus sur certaines applis pour donner des éléments de bonus sur les performances de votre comportement en matière de tri de déchets. Ça relève de ça, quoi, en fait, sauf que c'est instrumenté. Et ça, il va falloir le penser. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la démocratie intégrant l'écologie dans un monde où la technologie est aussi puissante? Bonjour, Hugo Rochard, géographe, doctorant à l'Université de Paris. J'aimerais vous réinterroger sur la notion d'échelle, et en particulier l'échelle qui part du citoyen ordinaire local jusqu'à l'échelle nationale, voire internationale, puisque dans un premier temps, déjà, nous sommes tous d'accord pour dire que nous vivons tous sur la même terre, que les enjeux écologiques doivent se penser à plusieurs échelles et au-delà de l'échelle nationale. Donc se pose la question de l'articulation et de la complexité de l'articulation entre les échelles, parce qu'il y a été beaucoup question de politique nationale jusqu'ici. Et autrement, j'aimerais réintroduire peut-être une critique sur cette idée d'une convention citoyenne, même si je pense qu'elle est porteur d'espoir, mais il ne faut pas oublier son esprit critique. Le citoyen est positionné en l'occurrence dans une position de législateur pour la communauté nationale, et on peut se poser la question du fait que soient intégrés dans la question de départ les problèmes effectifs de ces gens-là, qui ont été sélectionnés, qui ont été tirés au sort, en l'occurrence. Et donc, est-ce qu'on est vraiment parti de leurs problèmes, et aussi qui a été placé dans la position d'expert? Voilà, moi je ne sais pas, je n'ai pas eu la liste exactement des experts qui sont intervenus. Le mot expert peut-être aussi est à réinterroger. Voilà. Bonjour, Gabrielle Richard, étudiante. Moi j'avais une question par rapport quand vous parlez de repenser un nouveau projet politique, parce que vous nous avez dit justement que les sondages montrent que c'est plutôt, que quand on interroge les citoyens, la réponse est davantage chercher la justice que chercher la participation, et une grande partie de ce qui est évoqué depuis le début, c'est quand même énormément démocratie participative, impliquer les gens à l'échelle locale et ainsi de suite, ce qui est très intéressant, mais ce qui c'est vrai sélectionne quand même un petit peu les personnes qui participent, parce que qu'on regarde qui est présent dans cette salle ou simplement qui s'implique à ces échelles-là, c'est loin d'être représentatif, en tout cas pour le moment, de la société. Et du coup, est-ce qu'il ne serait pas aussi important d'envisager, quand on parle de repenser le projet politique, de déjà le repenser à la base du système tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire pour les citoyens aujourd'hui, s'engager politiquement, c'est déjà et simplement aller voter. Est-ce que déjà s'interroger sur est-ce que le système de vote actuel est bien fait? Je sais qu'il y a plein de penseurs qui envisagent de nouvelles façons de voter, ne pas voter pour un seul groupe à chaque fois parce que les gens ne sont pas si décidés que ça la plupart du temps lorsqu'ils votent ou des choses comme ça. Est-ce que c'est pas finalement la vraie première étape pour repenser le projet politique et pour intégrer plus de démocratie via plus de représentativité au niveau politique?
bonsoir. Sophie Jandet, citoyenne et connaissant bien le monde de l'entreprise, notamment des grandes entreprises qui ont un gros défaut en organisation, qui est de passer leur temps en réunion avec de la parlotte, etc. Donc c'est un peu fractal là, j'ai l'impression qu'il y a un excès de démocratie en fait. Et je suis un peu inquiète d'un excès de démocratie alors que on n'a plus le temps. Et là, je vois qu'on consulte à tout bout de champ. La principale question, c'est est-ce que ça va être juste ou pas? Est-ce que tout le monde va participer, etc. Les médias s'en mêlent et effectivement ne sont pas toujours au courant de tout ou jettent la confusion. Il n'y a pas de contrôle des fake news. Et il y a peut-être trop de prise en compte pseudo-démocratique des minoritaires que peuvent être par exemple les gilets jaunes ou autres. Je ne voudrais surtout pas que vous reteniez que je suis antidémocratique, je suis complètement pro-démocratique. Mais pour moi, la démocratie, c'est le vote des lois par le Parlement et par des intermédiaires. Donc, et je pense que la solution pourrait venir de la formation de ces intermédiaires, comme des citoyens d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a dans l'air du temps une notion un peu de vulgarisation scientifique à l'usage de tout le monde. Moi, j'aurais envie, pour faire un petit peu de provocation, et de parler d'un souhait de dictature de l'intelligence. Donc il faut d'abord que les gens soient au courant et après ils sauront sur quoi voter et là la démocratie pourra intervenir, me semble-t-il. Donc formation scientifique et un second point, je pense qu'il faudrait peut-être vulgariser aussi des études économiques qui sont peut-être déjà faites ou peut-être pas et qui soient synthétiques, compréhensibles par tous. Donc une sorte de balance entre les coûts et les bénéfices. C'est un peu ce que monsieur disait sur l'histoire de je perds un droit mais j'en gagne un autre. Il faudrait parler aussi du coût de l'inaction qui a été mis en évidence comme étant supérieur au coût de l'action et ça a été notamment repris par l'ADEME. Je crois que c'est une étude de l'ONU qui date de l'été dernier qui a été reprise par l'ADEME. Donc ça peut parler aux citoyens, de leur chiffrer ça et de voir éventuellement l'impact que ça a sur leurs impôts futurs, sur leurs retraites futures, etc., si on ne fait rien. Troisième chose, je voulais citer Bertrand Piccard, qui, plein de bon sens, dit souvent que les solutions qui sont écologiques sont avant tout logiques. C'est-à-dire que consommer moins de pétrole, c'est écologique, mais c'est aussi logique parce qu'on en aura plus tôt ou tard. Il y a plein de raisons de bon sens, en fait, que tous les citoyens peuvent comprendre, me semble-t-il, et qui ne sont pas très mises en avant. Voilà, mais écoutez, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Bon, allez, je commence. Sur l'évolution des normes sociales voilà, sur ce qui peut être fait et ce qui doit être interdit. Le vrai problème de la période actuelle, c'est que si on se place du point de vue du citoyen, qui n'est pas forcément investi dans les questions écologiques ou environnementales, c'est que ces normes, elles sont contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a une injonction à la sobriété, à la limitation finalement de sa consommation. Et puis on est dans un système de publicitaire où avec des affiches qui vous proposent d'aller à Los Angeles pour 150 €. Et ça, c'est là, c'est le nœud du problème. C'est vraiment, on est là dans un conflit de normes, et quand on est citoyen, on peut avoir le sentiment que ce sont les mêmes qui vous invitent à faire les deux, et on comprend que ça les place dans une position de défiance à l'égard de l'autorité. Sur la question du citoyen législateur, non, le citoyen n'est pas législateur. Là, en l'occurrence, il est à l'initiative de la loi. Il n'y a pas de transfert de souveraineté vers cette assemblée. Donc, je pense qu'on limite les risques, et je ne crois pas y compris ceux qui ont organisé ça, auraient accepté qu'on leur donne un pouvoir de décision. La charge politique qui leur a été confiée aurait été infiniment trop lourde, et je crois que ça n'aurait pas été
ni acceptables, ni acceptés par eux-mêmes, parce qu'il a fallu qu'ils s'approprient et qu'ils acceptent cette charge, et ça a été un exercice qui n'a pas forcément été simple au départ. Et alors, est-ce qu'on est parti de leurs problèmes? En fait, oui et non, d'un certain point de vue. On aurait pu faire un exercice de table rase en disant, mais vous, quels sont vos problèmes, quelles sont vos idées sur les solutions à adopter pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Mais je pense que ça aurait été à la fois extrêmement compliqué et un peu abusif, au sens où de toute façon ils auraient été confrontés à des propositions qui existent déjà, qui ont été formulées par des experts ou par des porteurs de solutions. Donc on a plutôt renversé la logique en les informant avec une très forte densité d'informations la plus contradictoire, complète et simple d'appropriation possible, parce que c'est quand même des questions extrêmement compliquées, et on s'aperçoit quand on creuse un peu qu'il y a à la fois des acteurs et des organisations qui sont capables de traduire les enjeux, de traduire les solutions dans un langage que les citoyens sont parfaitement capables de s'approprier. Il ne faut jamais sous-estimer leur qualité d'intelligence. Vous parliez de dictature de l'intelligence. Bon, ça impose effectivement un vrai problème. Il faut postuler en démocratie que les citoyens ont l'intelligence suffisante pour se donner des représentants, ou pour choisir ceux qui leur conviennent, sinon il faut abandonner aussi le modèle démocratique. Et moi je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que les citoyens sont parfaitement capables de questionner et de penser politiquement des questions qui comportent des aspects techniques, mais qui ne se résument pas à des questions techniques. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui est en train de se jouer à la Convention citoyenne. Sur la représentativité, oui, c'est le drame de la démocratie participative, c'est effectivement son fardeau, et son fardeau, voilà, c'est qu'effectivement, elle encourt toujours le risque de renforcer les inégalités en donnant la parole et le pouvoir d'influence à des gens qui sont déjà dotés en capacité d'influence. C'est pour ça que le tirage au sort est un antidote assez précieux à cela. Nous, ça a été la vraie surprise et la bonne surprise de la Convention citoyenne, c'est que on est parvenu avec le tirage au sort, alors pas complètement aléatoire, mais avec une méthode d'échantillonnage stratifiée, à avoir vraiment des gens qui ne prennent jamais la parole dans les espaces publics classiques. On a vraiment réussi à inclure des points de vue qui, en général, restent invisibles dans le débat public. Et ça, je pense qu'on peut en être relativement fier. Donc, ça n'est pas complètement impossible. Et puis, je réinsiste à nouveau sur le nécessaire changement de notre imaginaire de la citoyenneté. On a un modèle de citoyenneté qui est extrêmement minimaliste, dans lequel effectivement le citoyen dans l'univers politique peut et doit se comporter en spectateur, en consommateur, et effectivement il faut réintroduire une vision de la citoyenneté républicaine, où en fait pour les citoyens à la fois la participation à la production de la loi est la condition de la liberté, et pour lequel finalement l'activité politique est une des dimensions légitimes, normales et souhaitables, désirables de la condition humaine. Moi, ça me paraît être absolument nécessaire. Ce que disait le rapport et ce que disait Eric sur il n'y a pas de solution technique, toutes les solutions passeront par une participation citoyenne, quelle qu'elle soit, qu'elle se fasse en termes de mobilisation dans la rue ou qu'elle se fasse au travers de dispositifs plus organisés, mais il n'y aura pas, on ne s'en sortira pas sans changement
posture chez les citoyens. Et puis madame, là, qui est intervenue sur la dictature de l'intelligence, bon, je suis à peu près en désaccord avec tout ce que vous avez dit. Voilà, donc, ouais, bon, mais c'est pas grave, hein. Bon, d'accord. J'ai été trop loin. Non, pas du tout. Mais bon, on est tous intelligents dans la salle, différemment, blablabla. Bon, alors, moi, ce que je pense, c'est que dans notre discussion, on voit bien qu'il y a aussi parfois une tentation de réduire la démocratie à la procédure. Et bien sûr, la procédure compte. Je vous écoutais, je ne sais plus comment vous appelez, pour parler des différentes manières d'organiser le vote, etc. C'est important, mais je pense que le plus important, c'est quand même la vision partagée. On en revient à ce que disait tout à l'heure Eric sur la question du contrat social. Et au fond, en quoi consiste notre vision partagée? On a devant nous, vous savez, la société écologique, selon la personne à laquelle vous allez parler, il y en aura à peu près 10 000 modèles différents à ce stade. Donc on a une vraie question, par exemple, est-ce que vous êtes plutôt adepte du catastrophisme? Est-ce que vous êtes adepte de cette écologie des solutions qu'on nous survend et qui fait une confiance absolue à la technologie? Est-ce qu'il n'y a pas un chaînon manquant entre le catastrophisme et le tout technologique? Je pense qu'il est là, le sujet. C'est qu'il y a à la fois à organiser la convention est très intéressante pour ça, parce que je pense qu'il y aura eu un faire société écologique qui se sera dégagé, quel que soit le profil, le tirage au sort stratifié ou pas. Je pense que ce qu'ils étaient au départ et ce qu'ils seront à la fin sera différent. Et donc, ils auront fait communauté écologique et ils seront, d'une certaine manière, la première petite société écologique créée en laboratoire, le laboratoire de Macron. Mais c'est intéressant, c'est pas seulement le laboratoire de Macron, c'est aussi le nôtre. Et donc, moi, je crois que c'est ça sur lequel il faut qu'on se lance. C'est une sorte d'idée de l'expérimentation démocratique. Vous savez, l'expérimentation n'est pas seulement technologique, innovante, etc. etc. On nous parle toujours de l'innovation sociale et je pense qu'au fond, l'écologie est un puissant moteur d'innovation démocratique. Donc à partir de là, sur la question de l'intelligence, on va pas dire que l'intelligence n'est pas importante. Évidemment, elle est essentielle, surtout qu'on a affaire à des enjeux. D'ailleurs, chacun en se présentant montrait qu'il avait une forme de formation, d'intérêt pour la science différente, d'intérêt pour les institutions. Et donc, voilà, on voit dans cette salle que l'écologie s'aborde avec, elle s'aborde avec des angles différents. On peut être géophysicien, on peut être spécialiste de la constitutionnalisme ascendant, on peut raconter ce qu'on fait tous les jours dans son jardin. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'intelligence écologique d'un individu ou d'une individu. Moi, je rencontre des obsédés, beaucoup d'hommes d'ailleurs obsédés du vélo, qui se promènent avec leur vélo. Je dis c'est l'homme augmenté. Je rencontre beaucoup de femmes obsédées par l'alimentation, mais pas seulement. Donc, je vous le dis, il y a des manières d'aborder l'écologie féminine, masculine, d'ingénieurs, de pas ingénieurs. Et au fond, tout ça constitue les différentes formes d'intelligence qui sont nécessaires pour qu'on fasse société écologique. Et puis, il y a aussi tous ceux qui sont sceptiques et qu'il faut convaincre. Parce que je pense qu'il y a des gilets jaunes qui se sont dit verts parce qu'ils se sont dit c'est dans l'air du temps. Je ne suis pas sûre qu'ils en étaient vraiment convaincus. Vous discutez, moi je donne des cours, je demande quelles sont les motivations pour s'être inscrit au cours. Je dis est-ce que c'est by chance ou est-ce que c'est par motivation? Ben, c'est souvent by chance, hein, c'est souvent par hasard qu'on est là. Donc ne faisons pas comme si tout le monde était convaincu que l'écologie avait déjà gagné. Et autour de ça, il y a quelque chose qui se joue. Alors qu'il y ait la parlotte dans les grandes entreprises, il y a aussi la parlotte au sein de l'État, il y a la parlotte dans les conseils municipaux, il y a la parlotte partout. Mais le sujet, c'est que s'il y a la parlotte qui débouche sur rien, c'est aussi parce que la décision a été largement confisquée et qu'au fond, remettre de la démocratie, c'est peut-être ça l'enjeu. Enfin, on sait bien, ce qui se joue avec cette conférence, c'est est-ce qu'elle aura une suite. Donc l'enjeu, c'est de remettre de la décision après la parlotte, de façon à ce que la parlotte soit plus intéressante. Parce que quand on sait qu'on aura un pouvoir de décision, la parlotte, elle devient différente, c'est une pensée de l'action. Et par exemple, Eric nous a rappelé qu'il était à Futurible, etc. Bah, je pense que Futurible, c'est la prospective, et que la prospective, c'est une pensée du futur qui permet aujourd'hui d'organiser le présent. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il n'y aura plus de voitures thermiques en 2040, vous avez intérêt, quand vous êtes constructeur automobile, à commencer à vous demander quel est le prochain modèle que vous mettez sur le... Voilà, d'ici, je ne sais pas, 2-3 ans, et il faudra fabriquer que des voitures hybrides. Je vais du coup juste compléter sur 2-3 points. La démocratie de l'intelligence, je suis aussi assez sceptique pour l'illustrer, prenons la taxe carbone.
En fait, si on avait eu ne serait-ce qu'un employé ou un ouvrier, en gros, on a des assemblées qui ont fait plus d'études que la moyenne de la population française. Et néanmoins, parmi ces gens-là, personne n'a vu que la taxe carbone telle qu'elle a été mise en œuvre, c'était une usine à gaz. Bon, juste pour interroger, du coup, c'est quoi l'intelligence? A priori, on avait des gens qui étaient mieux outillés intellectuellement pour comprendre les enjeux des outils politiques qu'ils mettaient sur la table. Et en fait, il y a un impensé parce que personne ne sait ce que ça veut dire concrètement d'être dépendant de sa voiture, de compter. Donc, c'est notamment pour ça qu'il faut penser des compléments à la démocratie représentative parce qu'elle surreprésente certaines catégories mieux dotées que d'autres et on l'observe de manière caricaturale dans le système français, d'aujourd'hui. Et puis après, juste 2-3 choses moi, que je voulais dire et qui me semblent intéressantes pour enrichir la note. Je pense qu'il faut effectivement mettre en avant que oui, il y a peut-être des libertés qu'on va négocier à la baisse. Par exemple, on ne pourra plus, pour reprendre l'exemple que Pierre Ducret donnait sur la voiture, on ne pourra plus faire 5 km en voiture dans le centre de Paris, tout seul, dans une voiture qui fait 1,5 tonnes, peut-être. C'est coercitif, c'est liberticide, sauf qu'on pourra peut-être aussi laisser du coup jouer ses enfants dans la rue, sans qu'ils risquent de se faire écraser, quoi. Et là, typiquement, on a un troc. Si on habite Paris ou n'importe. Et donc, on n'a plus la liberté de se déplacer tout seul dans une voiture d'1,5 tonnes dans ce centre-ville, et on a la liberté de laisser nos enfants jouer dans la rue devant chez nous. Bon, c'est un exemple un peu trivial et caricatural, mais je pense que montrer les deux côtés de la balance, c'est important. Et de la même manière que ici, personne n'a la liberté de fumer dans cette salle, et on a tous par contre la liberté de respirer un air sain, et on l'a accepté, et plus personne ne se risque à demander si on peut allumer une cigarette et fumer à l'intérieur. Et ces changements illustrent de manière un peu caricaturale, mais comment on peut avoir des basculements très rapides. Et sur cette question des libertés, pour terminer aussi, la question des échelles était posée. Dans la définition du projet, c'est évidemment crucial, parce que la liberté, si on ne la pose pas dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire que si on en pense et collectivement, j'ai insisté un peu sur le collectif au début, mais si ma liberté, elle réduit la liberté de l'autre à l'autre bout du monde à faire la même chose que moi, elle doit être questionnée. Si elle réduit la capacité à nos descendants à faire la même chose que nous, elle doit être questionnée. Et il y a toujours cette mise en perspective en fait. La liberté, elle n'est pas définie dans l'absolu, elle est définie collectivement. Et voilà, j'ai juste terminé là-dessus.